Allez. Grâce. Alors, je suis ravie d'être là en tant que MC de cette discussion à laquelle je vous invite évidemment à participer sur l'âge. On a des points communs, toutes les trois, plein de points communs certainement, deux qui nous réunissent aujourd'hui. Nous sommes féministes et il y en a une qui est plus vénère que d'autres, mais quand même. Et nous avons toutes les trois travaillé sur les problématiques du vieillissement féminin. Isabelle, comme elle vient de vous l'expliquer, parce qu'elle est la fondatrice d'Absolution, qui fête cette année ses 14 ans, donc qui est en pleine adolescence. Et Jennifer, qui est naturopathe, qui est pâtissière et qui a écrit plein de livres de cuisine, tous plus alléchants que les uns que les autres. Et le dernier, qui s'appelle Le livre gourmand de la ménopause, qui vient de sortir aux éditions du Seuil. Et moi, je suis militante féministe. Qu'est-ce que je suis? Journaliste, il faudrait demander à mon psy, c'est vrai, j'ai pas eu... Bref, journaliste et autrice, voilà. Et autrice, ça y est, je me souviens qui je suis. Et autrice, et je viens de publier un essai qui s'appelle Vieille peau et qui traite du double standard sexiste du vieillissement. Voilà. Alors, moi, je vais commencer cette petite séance en vous parlant de mon sujet préféré, moi-même. Alors, en termes d'anti-âge, moi j'ai utilisé ma première crème anti-rides, ce qui est vrai, hein, à 15 ans, peut-être même avant. Alors je suis certainement un cas clinique. Ceci dit, je ne dois pas être la seule dans cette assemblée à avoir intégré très jeune, dès l'adolescence certainement, que la beauté était incompatible avec les rides et que pour être jolie, il fallait être lisse. Et mince, mais c'est un autre sujet. Donc vous, Isabelle, chez Absolution, vous n'utilisez pas le terme anti-ride ou anti-âge, ce qui est quand même assez révolutionnaire, puisque ça implique que l'âge ne serait pas cet ennemi juré des femmes qu'on nous apprend à combattre dès notre plus jeune âge, avec des produits qui sont toujours incarnés par des jeunes filles à peine pubères, et des produits qui filent le plus souvent la métaphore de la guerre. Donc on parle de combattre les signes du vieillissement, on parle d'agression de l'âge et des signes, on parle de protection, de barrières cutanées. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer, s'il vous plaît, je ne sais pas pourquoi je vous vois, puisqu'en fait on se tutoie, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, c'est parce que je voudrais avoir l'air un peu sérieuse, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, nous expliquer ce que c'est qu'une crème pro-âge par rapport à une crème anti-âge? Alors, c'est une crème qui a en fait exactement les mêmes fonctions, puisqu'elle va, comme je l'expliquais tout à l'heure, elle va apporter du support à la peau en lui donnant des ressources qu'elle a moins, tu vois, qu'initialement elle a, mais que là, dont le stock commence à diminuer, voire en commençant à réparer aussi des mécanismes ou des impacts qui sont déjà présents. Donc, sur la formulation et sur l'objectif, il est le même. Après, c'est la démarche et l'état d'esprit qui est différent. Nous, on a choisi de parler de produits et de soins pro-age. Ce n'est pas une décision qu'on a prise dès le départ. Je crois, j'y pensais tout à l'heure et je me demandais quand est-ce qu'on avait pris cette décision. Je pense que c'était il y a 5 ans ou 6 ans. Parce qu'on avait quelques produits. Combien ? Voilà, 6 ans. J'étais pas loin, hein, 5, 6. On avait, à l'époque, je crois, 2 produits sur lesquels il était inscrit anti-âge, parce que c'est, je dirais, le code habituel de ces dénomination courante. Et on a décidé de le changer pour parler de pro-age. Ça a l'air de rien comme décision. Alors, je ne dis pas qu'on est les premiers au monde à l'avoir fait. Certaines marques avaient commencé à parler comme ça, mais vraiment extrêmement peu. Et c'est une décision qui a un impact, parce que ne fût-ce que, tu vois, en recherche Google, les gens cherchent anti-âge, ils ne cherchent pas pro-âge, bien sûr. Donc, décider de faire ça, c'est... Alors, peut-être quand tu n'as pas anti-âge, tu vas quand même trouver les produits, mais tu vois, c'est un engagement et un risque.
Pourquoi on l'a fait? Parce que, pour toutes les raisons qu'on va développer là, d'abord parce que nous, on n'aime pas faire de fausses promesses. Donc, on essaye de faire ce que l'on dit. Et l'âge, on en prendra de toute façon. Exactement. Et oui, notre image changera. Évidemment. Ce qu'on peut faire et ce qu'on veut faire et ce qu'on aime faire, c'est l'accompagner, le ralentir, adoucir les impacts, les rendre plus confortables et plus agréables, mais les supprimer, en tout cas, on ne peut pas. Et aussi parce que pour moi, c'est important d'avoir je pense qu'on a une responsabilité. Absolument. En tant que marque. On va y revenir. Et voilà. On va y venir. T'as raison, coupe-moi, parce que venir. sinon j'y suis dans 2 heures. Moi aussi, je suis pareil. C'est pour ça que j'ai des notes. Vous avez du temps. C'est pour ça que j'ai des notes, parce que je digresse beaucoup. Je suis une personne qui digresse beaucoup, et donc avec des notes, je suis stick to the point. Alors, Jennifer, vous venez de publier un livre de cuisine pro-ménopause. Je ne sais pas si vous le savez. Moi, j'ai découvert en écrivant Vieille peau. La ménopause, c'est le sujet, parmi les sujets tabous, c'est le plus tabou de tous les sujets tabous, devant la religion, la politique et la santé mentale. Donc, c'est aussi assez révolutionnaire de faire exactement. Alors, c'est doublement révolutionnaire. D'ailleurs, votre livre, ton livre, alors, je ne sais pas ce que j'ai. Il a été coécrit avec Elvira Masson. On est 2. Exactement, co-autrice. Ouais. Voilà. Votre livre à Elvira Masson et toi est doublement révolutionnaire. D'abord parce qu'il nomme ce qui demeure tabou alors qu'il concerne la moitié de la population du monde entier. Et d'autre part, parce qu'il associe ce tabou à la gourmandise, alors que, à titre personnel, je dois avouer que j'ai longtemps associé la ménopause à une forme light de guillotine. C'est-à-dire par rapport à... C'est quand même un coup près. Enfin, je veux dire, symboliquement, c'est un coup près. Enfin, ça, c'est pas. Non, bien sûr. Donc, quel est le point de départ de ce livre? Est-ce que tu peux nous expliquer et son objectif? Déjà, en fait, on avait travaillé avec Elvira sur un sujet qui était celui d'être bien dans son âge. Et elle m'a vraiment contactée comme ça. Et je me suis dit, c'est tellement chouette qu'un magazine féminin grand public aborde la question de vieillir avec le prisme de la joie et qu'on ne soit pas dans le jargon et le champ lexical de la guerre, comme tu l'as très bien dit. Donc je me suis dit déjà, c'est énorme changement. Et suite à cet article, il y avait une telle émulation créative sur ce qu'on pouvait faire et plein de choses à inventer, donc on en a fait un livre. Je précise que Elvira Masson travaille chez Marie-Claire. Voilà. Et donc le Seuil nous a contactés pour développer le sujet et faire un livre. Et ça n'a pas été simple parce que on avait une éditrice qui était elle était très en avance. On sentait qu'il y avait une demande et qu'il fallait y répondre. Et le discours était bon, mais il y avait aussi des résistances avec beaucoup de discussions sur notamment le fait de mettre ou pas le mot ménopause sur la couverture. Et ça a été une vraie bataille. Et c'est-à-dire que ça a été un combat. Et donc, je me rappelle de discussions ultra intelligentes sur le sujet et de finir par dire voilà, donc on aimerait l'appeler Bien manger pour rester belle. Et on était là. Non, donc parce qu'on rate. Est-ce qu'on s'est vraiment comprise ou pas? Parce que là, on n'y est plus, quoi. Donc ça a été une vraie bataille et on a assumé le fait que très certainement on en vendra beaucoup moins que si on l'avait appelé Bien manger pour bien vieillir. Mais on y tenait parce qu'on trouvait qu'il fallait déjà être active dans le fait de s'approprier le mot ménopause, essayer de le dissocier de tout le jargon négatif et de se dire la société me le vend tel quel. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de me dire tiens, je le récupère ce mot et qu'est-ce que j'y mets comme couleur, comme saveur, voilà. Enfin, de dire en fait, moi j'ai envie d'en faire mon mot à moi et même et de s'approprier. Super. Ouais. Alors, et moi j'ai découvert en écrivant Vieille peau que le vécu de la ménopause diffère très fort d'une culture à l'autre, donc ce n'est pas uniquement physiologique. Ah ouais. Et que le fait d'avoir pathologisé la ménopause en Occident et en France notamment dès 1814 contribue évidemment au fait que les femmes, la plupart des femmes, continuent de la vivre comme une maladie. Alors vous, pardon. Nous, parce qu'elles sont deux. Mais ouais, on est deux, parce que ça va. Tout va bien. Vous, ça va. Nous, ça va. Jennifer,
Elvira et toi interviewez par ailleurs des femmes Oui, tout à fait, de plein de ouais. cultures différentes, donc d'une japonaise, une indienne, une marocaine, une brésilienne. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce que vous avez appris sur la ménopause? Il y a Farah déjà qui est dans notre livre. En fait, Bonjour, Farah. parce qu'on s'est dit, il faut absolument faire quelque chose un peu collectif quand même, parce qu'on peut pas être. Il y avait aussi la question de la légitimité. Moi, je ne suis pas encore dans la ménopause, donc on avait envie que ce soit une parole un peu plus collective. Et effectivement, au début, on n'était pas forcément sur des portraits, mais en rencontrant justement des femmes et en discutant avec elles, on se rendait compte que ce soit par le vécu, que ce soit par la culture, il y avait une approche qui était beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus intégrée à la vie. Et on avait des gens qui nous disaient, nous, la ménopause, on y est préparé 20 ans à l'avance parce que ça fait partie des discussions de famille autour d'un repas. Et naturellement, sur la table, il y a des petites choses qu'on associe entre ce qui va faire du bien et cette période-là. Donc on s'est dit, déjà, c'est ultra important. De sortir du prisme un peu judéo-chrétien du corps et tout, et d'apporter une parole un petit peu plus effectivement collective, et de se rendre compte que dans certains référentiels de cuisine et de santé, l'Ayurveda, la médecine chinoise, non seulement la période elle est complètement intégrée, mais il y a des ingrédients, il y a des épices, il y a des aromates, et il y a une façon de cuisiner pour cette période-là, et donc c'était ça qui était chouette. Super. Et du coup, le tabou dont tu parlais, c'est vraiment un truc occidental. Alors, Elvira, qui est très ouverte sur justement, elle adore lire toute la presse anglo-saxonne, et elle disait, quand on nous a proposé le livre, que notamment, alors pas occidental, parce qu'en Angleterre, ils sont très en avance, très en avance, au Canada aussi, et moi je suis franco-australienne, et en Australie aussi, mais on va dire qu'ils sont un peu en avance par rapport à nous, et je pense qu'en toute honnêteté, je pense que c'est surtout français, parce que je suis désolée de le dire, mais c'est vrai, parce que la ménopause est une invention française. Ouais, vraiment, parce que notamment dans les pays scandinaves, c'est pas autant un sujet. Après, c'est juste que, comme je disais, dans certains référentiels de santé et cuisine, il y a des réponses. En Angleterre et en Australie, on a une alimentation comme ici, ou en tout cas où on ne fait pas forcément le lien. Mais en tout cas, c'est très français. Vous parlez de 1814, ça oui. correspondait à... C'est la première fois que... Exactement, c'est la création du mot qui a été créé justement par un docteur, un ami des femmes, bien sûr, un docteur français. Comme souvent. Bien sûr. De toute façon, il n'y en avait pas beaucoup, des femmes docteurs, ça n'existait pas, qui s'appelait Charles de Gardanne, voilà. Il y a des Américaines féministes qui soulignent le fait que ménopause, quand on le découpe, c'est menopause. Ah oui, une sorte de langue des oiseaux. Absolument. On l'a vu sur bien sûr. Notre vie sexuelle même prenait fin. Bien sûr. Oui, bien sûr. Et puis surtout que, alors il y a des tas de en fait, le terme ménopause, c'était vraiment un terme occidental qui, même aux Pays-Bas, par exemple, ou dans certains pays qui sont plus avancés en matière d'égalité homme-femme, ça n'est pas une traduction. Il y a d'autres termes aux Pays-Bas. On utilise un autre terme pour dire ménopause, qui n'a pas cette connotation péjorative de pause, effectivement. En tout cas, dans Vieille Peau, je constate que dans l'inconscient collectif sexiste, la féminité est toujours indexée sur le cycle menstruel, donc la capacité à fabriquer des bébés. Et on dit souvent, on félicite même les jeunes femmes qui deviennent des femmes à la puberté, ce qui suppose que lorsqu'elles cessent d'avoir leurs règles, elles deviennent... On ne sait pas quoi. Des bulots. Si je peux me permettre, c'est très intéressant parce qu'en naturopathie, donc, la vie des femmes est ponctuée de ce qu'on appelle les 3 M. Donc il y a la ménarche qui correspond à l'arrivée des premières règles. Après, il y a la matrescence, le fait de faire un enfant. Et il y a la ménopause. Et en fait, la matrescence, c'est quand tu prends vraiment la conception jusqu'au postpartum, c'est 2% de la vie d'une femme. Voilà. Quand elle a des enfants. Quand elle a des enfants, parce que c'est absolument pas une obligation, bien sûr, mais c'est là où on se rend compte qu'effectivement, c'est un vortex qui toute l'attention est sur cette période-là. Et donc, Isabelle, pour parler du temps qui passe, tu parles de métamorphose, que j'ai beaucoup aimé, alors qu'on a plutôt tendance à associer la ménopause justement à une pause, voire à un arrêt total, brusque, et un fonçage dans le mur. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet, au sujet de la métamorphose que tu associes? Oui, tout à fait. Alors, moi qui suis dans le sujet, alors j'ai ressenti déjà cette grande crainte
de passer de l'autre côté. Bien sûr, et de tomber dans un gouffre. Bien sûr. Et en fait, pour moi, c'est vraiment une métamorphose, c'est vraiment comme l'adolescence. C'est une seconde adolescence avec, on se souvient, alors on n'a pas eu tous les mêmes adolescences, mais on s'en souvient quand même que c'est une période un peu forte en émotions, parfois forte en désagréments éventuellement, mais aussi en plein de nouvelles choses, de découvertes, de nouvelles pensées, de nouveaux comportements, de nouvelles sensations. L'adolescence, on sait que c'est une période de jonction assez importante, mais elle nous emmène vers l'âge adulte, donc elle est malgré tout connotée relativement positivement, enfin négativement, mais tu vois, ça nous amène vers puis elle notre est de jeunesse, donc voilà. Dans une société alors jeuniste, que évidemment. la ménopause, qui est ce moment de passage aussi, étant donné qu'après on considère que il ne se passe plus rien, on ne peut pas faire d'enfants, donc on ne sert plus à rien. On n'est plus une donzelle de 23 ans, donc qu'est-ce qu'on pourrait bien faire là? Ça a toujours été connoté super négativement. Et effectivement, le tabou ultime, dire je suis ménopausée, c'est genre, oula, mon Dieu, ça pue. Mais ménopausée ça est pue. encore une... Ça pue. Non, mais ménopausée de la même manière que vieux est une insulte dans notre société jeuniste. Ce qui n'a pas de sens, puisque jeune n'est pas une insulte. Oui, il n'a et puis aucune surtout valeur morale à cette... C'est surtout, en plus, il nous reste, on a la chance de se dire que statistiquement, on a entre 30 et 40 ans à vivre. En plus, oui, on est c'est aujourd'hui... considérable. Absolument. Donc, ce n'est pas 30 ou 40 ans qui vont se passer le cul dans un fauteuil à regarder Netflix. Enfin, j'espère que non, en tout cas. Donc, pour moi, je l'ai vécu vraiment comme une métamorphose, c'est-à-dire un processus transformateur qui parfois a aussi des inconforts. Bien sûr, comme toutes les évolutions. Comme tous les changements de toute façon, mais qui te modifient tout en restant la même, bien entendu. C'est-à-dire que tu passes pas, hop, ça y est, ça n'est plus la même personne. Simplement, c'est une évolution. Tu évolues, tu continues. Pas pour moi, mais chacun peut le faire et le vivre différemment. Je n'ai pas de changement dans ma vie. Tu vois, je continue à faire exactement la même chose que je faisais même il y a 30 ans, en fait. Tu es moins dépendant du regard des autres aussi. Et ça, c'est contrairement à l'adolescence, justement. Exactement. Ça, c'est un point positif par rapport à l'adolescence, ça avec le fait de pouvoir faire l'amour sans avoir peur de tomber enceinte. Du moins quand on est hétéro. Aussi. Mais c'est vrai que cette histoire du regard de l'autre, mais tu sais, je pense que c'est un peu un jeu de basculement, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu vieillis, tu es aussi moins regardé, puisque potentiellement tu es moins consommable. Oui. Je dis vraiment des mots moches, mais parce que c'est ça. Parce que c'est ça, on parle de... Oui, oui. Voilà, tu deviens, c'est vraiment un signal aussi où tu deviens moins consommable, c'est net. Et donc, tu te détaches aussi, tu vois, de cet intérêt qu'on a, parce que je pense que c'est aussi naturel, mais on a été quand même bien picousé aussi pour que ce soit important. Bien sûr. Tu te détaches un peu du regard et de l'opinion des autres et d'une certaine... Alors, je ne veux pas faire de généralité, je vais parler pour moi. Et d'une certaine façon, ton regard sur toi est plus important. Ça ne veut pas dire que le regard des autres ne compte pas. Par exemple, cette vidéo que je disais... trouver très jolie, mais avoir un petit peu de mal à la regarder quand même, je la regarde un petit peu comme ça, évidemment que ça me fait plaisir si on me dit c'est super joli et t'es super bien dessus. Évidemment que ça me fait plaisir. Bien sûr. Mais je suis sûre que 30 ans auparavant, j'aurais été beaucoup plus à cran d'avoir des réactions, des bonnes réactions. Est-ce qu'on va trouver que ceci? Est-ce que je ne prends pas trop de risques? Voilà. Donc c'est de la liberté. Super, ça c'est une très bonne nouvelle, absolument. Et c'est partie des très bonnes nouvelles. Donc finalement, l'une comme l'autre, Isabelle et Jennifer, vous redéfinissez le bien vieillir, comme j'ai été amenée à le faire dans mon livre. Pour moi, bien vieillir, pendant très longtemps, ça a été résister au temps le plus possible, le plus farouchement possible. Donc finalement, conserver l'apparence de la jeunesse et des activités codées comme étant des activités de jeunes, donc rester jeune et donc ne pas vieillir. Bien vieillir, c'était ne pas vieillir. Alors aujourd'hui, je suis dans une posture moins défensive et plutôt que de regretter ce que le temps me fait, je préfère aujourd'hui réfléchir à ce que je veux faire du temps que j'ai devant moi.
ce qui est beaucoup plus sain et joyeux. Donc, quelle est votre définition, Jennifer et Isabelle, du bien vieillir en quelques mots? Vas-y. Je démarre. Qu'est-ce que c'est bien vieillir par rapport à cette définition qui consiste à ne pas vieillir, justement? Oui. Pour moi, bien vieillir, c'est continuer à grandir. J'aime bien, je le dis souvent parce que, et par opposition à ménopause, justement, il n'y a pas de pause. On est sur un, temps linéaire. Tu continues, et donc tu continues à grandir ou tu continues à vieillir parce que, de toute façon, on ne pourrait pas, ce serait comme regretter que le bébé devienne enfant, que l'enfant devienne ado, je veux dire, c'est le fil du temps, et à chaque âge ses plaisirs, comme on dit, chaque âge ses désagréments aussi. Mais pour moi, c'est continuer à grandir, continuer à vivre, et ça ne doit surtout pas devenir, et c'est toujours là la difficulté, ça ne doit pas devenir une énième injonction. Maintenant, bien entendu. On a le droit de vieillir, mais il faut bien vieillir. Voilà, exactement. Et puis ça suppose aussi que bien vieillir, ça suppose qu'il y a des gens qui vieillissent mal, et donc qu'il manque de volonté, puisque ça suppose que bien vieillir, c'est une question de volonté, alors que c'est aussi beaucoup une question de privilège. Enfin bref. Oui, une question de santé. Etc. Donc, une question de plein de choses. On ne choisit pas la façon. Je vois bien que là, l'injonction est toute proche. Oui, oui. Ah, elles ne sont jamais loin, s'agissant des femmes. Elles sont toujours tapies derrière un buisson, prêtes à nous sauter dessus. Et toi, Jennifer? Moi, la définition du bien vieillir? Pour moi, le bien vieillir, c'est rester au plus proche de... en nature, on parle de libido. Alors, c'est pas la libido sexuelle, mais la libido de vie, c'est-à-dire être au contact d'envie, d'avoir des projets. Et j'associe vraiment l'idée d'avancer dans la vie et de vieillir avec le fait de s'alléger, finalement. J'aime beaucoup ce que tu disais sur... se libérer un peu du regard des autres et au contraire de se rassembler, de se rassembler davantage dans ses envies, dans ses projets. Et moi, je le vois vraiment comme une seconde naissance. On parle de second printemps en médecine chinoise, je trouve que c'est ça. Et après, c'est vrai que moi, j'ai la chance d'avoir un peu grandi avec des femmes qui s'en foutaient un peu, en tout cas de plaire. Mais par contre, pour moi, l'idée de vieillir, la connotation négative peut être un peu proche de un peu comment on se sent dans son corps, donc la perte d'énergie, et quand même l'émergence de certaines douleurs ostéo-articulaires, et un peu plus le ralentissement, comme si le corps est une machine qui ne peut pas nous suivre parfois dans des projets. C'est-à-dire, on a toujours envie, mais le corps, lui, ne suit pas. Donc, je trouve que justement, le bien-être peut servir à ça. Il ne va pas empêcher, mais en tout cas, il peut soutenir. Voilà, dans la mesure du possible. Et en même temps, accepter qu'il y a des choses qui peuvent ralentir et que c'est OK aussi. Et apprendre à aimer certaines énergies plus intérieures, plus douces, voilà. Qui n'est pas forcément un renoncement, juste apprendre à aimer d'autres choses. Non, c'est une différence. C'est apprendre... Tes goûts peuvent aussi évoluer, bien sûr. Évoluer. Enfin, tu vois, on bouge, c'est tellement bien fait. Ouais, je trouve aussi, évidemment, si tu t'écoutes et que tu as la chance d'être en bonne santé aussi, parce que, écouter ton corps, tes envies se mettent aussi au diapason. Voilà. Et donc tu peux ne plus avoir exactement les mêmes envies qui ne nécessitent pas forcément exactement la même énergie. Une énergie très tournée vers l'extérieur dans les premières années de vie, puis après qui devient plus justement intérieure, comme les saisons. C'est toi qui parlais de saison aussi. Donc c'est ça aussi, apprendre à aimer cette saison-là, quoi. Alors Isabelle, dans ton communiqué de presse qui est remarquablement écrit, vraiment, alors ça je tenais... Non mais c'est vrai, je voudrais que tu fasses la préface de mon prochain livre. Voilà, c'est un grand honneur. Tu dis vouloir contribuer à l'existence et à la visibilité de modèles différents. Est-ce à dire que tu trouves que on manque de modèles, on manque de représentation de femmes de plus de 50 ans? Ben, bien sûr, bien sûr. Et alors, j'ai pas posé ma question, mais... Pardon, vas-y, excuse-moi. Non, alors, en fait, je consacre un chapitre aux représentations, justement, dans Vieille Peau. Et systématiquement, quand j'en parle, on parle toujours je parle de l'importance des représentations. Et systématiquement, on me rétorque, mais quand même, Andy McDowell, et puis Sylvie, dans Emily in Paris, quand même, ça va mieux. Alors, c'est toujours les deux mêmes exemples qui reviennent. Et il n'y en a pas d'autres, pas vraiment, pas beaucoup.
Et ce que je rétorque à ces personnes, c'est que je rétorque par des statistiques et je leur dis que alors les femmes de plus de 50 ans représentent une femme sur 2 dans la société française, et pourtant elles sont 3 fois moins présentes à l'écran, donc médias et films, séries, etc., fiction confondus, que les hommes. Donc en fait, les hommes de plus de 50 ans sont aussi nombreux dans la vraie vie qu'à l'écran, et les femmes de plus de 50 ans sont 3 fois moins nombreuses qu'elles ne le sont dans la vraie vie. Donc qu'est-ce que toi tu leur réponds? En termes de représentation, je pense que c'est important de créer des images désirables. Absolument. De l'âge, enfin, de la femme prenant de l'âge, parce qu'on est fichu comme ça, on est dans un monde de l'image, des médias, des représentations, et que ne pas en avoir, c'est rester focalisé sur le jeunisme, voilà. C'est très bien, j'ai absolument rien contre les jeunes, évidemment, mais les jeunes ne font pas la totalité de la population, encore moins de plus de 50 ans, comme tu le disais. Et je pense que en tant qu'entreprise, on a une part de responsabilité écologique, économique et sociale, et symbolique aussi, et que si on est beaucoup apporté à ouvrir la porte sur d'autres modèles. Alors encore une fois, il ne faut pas que ces modèles deviennent... C'est toujours ça la difficulté. Si les modèles sont des modèles, certes des femmes de plus de 50 ans, mais sublimes, exactement. Bon, c'est mieux que de ne pas en avoir, hétéro, évidemment. etc. C'est mieux que de ne pas en avoir. Bien sûr. Mais elles sont sublimes. Et donc on retombe un petit peu. Alors bon, c'est mieux, mais quand même pas parfait. Pas parfait. Voilà. Et ce serait... Pour moi, c'est important d'essayer d'ouvrir la porte et de montrer que on peut être... Enfin, je veux dire, il y a plein de femmes tout à fait normales, pas forcément sublimes, qui vieillissent et qui restent intéressantes, qui restent séduisantes, mais séduisantes... c'est pas que plastique. Je veux dire, leur être est séduisant, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que c'est important... Pour moi, déjà pour nous aider, nous, parce qu'on est dans ce bain-là, enfin en vieillissant, on est dans ce bain-là, et c'est chouette d'avoir des consoeurs et des sœurs et d'autres femmes où on se dit, voilà, il n'y a pas de... On s'en fout, quoi. Et puis c'est important pour nos filles. Bien sûr. Et nos garçons aussi, mais en premier pour nos filles. Parce que moi, j'ai 4 enfants, 3 et demi, j'ai une belle fille. Et je vois bien que... Bon, mon fils, pour l'instant, il s'en fout complètement. Il a 21 ans, il n'est pas encore sensible à ce genre, à ça. Mais mes filles qui sont un petit peu plus âgées, je vois bien que, voilà, elles ont... Alice a 30 ans, elle me dit, oh là là, j'ai 30 ans. Arrête, quoi. Enfin... Et je sais bien qu'elles sont toutes comme ça. Dans la boutique... Je me bats souvent, enfin je me bats pas, mais je vois des toutes jeunes demoiselles qui ont genre même pas 30 ans, qui me demandent des produits anti-âge. Je me dis, pourquoi faire ? Donc je refuse de faire une vente plus chère pour leur vendre une petite crème. Mais c'est important qu'elles soient confiantes sur le fait que le temps n'est pas une guillotine spécialement pour les femmes, et que leur vie, c'est un long chemin, enfin, je leur souhaite un long chemin, où elles vont pouvoir faire plein de choses, quel que soit ou pas, enfin, tu vois, mais quel que soit leur âge. Et pour ça, on a besoin de représentation qui soit le plus libre possible, varié, et pas que des super nanas, même si c'est important qu'il y ait des super nanas. Bien sûr, évidemment. Évidemment. Alors, l'une des questions qu'on m'a le plus posées à la publication de Vieille Peau, c'est mais pourquoi l'avoir écrit si jeune, puisque je l'ai écrit dans ma 40e année, pardon. J'en ai aujourd'hui 42 depuis la semaine dernière. Pardon, j'ai pas pu m'empêcher. Je suis une birthday geek, c'est terrible. J'ai peur de vieillir, mais j'adore mon anniversaire. C'est pas le moindre de mes paradoxes. Bref. Donc, on m'a beaucoup demandé pourquoi l'avoir écrit si jeune, et moi je réponds toujours qu'il n'y a pas d'âge minimum pour nous sexualiser et pour nous responsabiliser en même temps, et donc il ne devrait pas y avoir d'âge minimum pour s'intéresser à ces questions
du vieillissement. Donc, c'est un petit peu pareil pour toi, Jennifer. Si je te pose la même question, a priori, tu n'es pas concernée par la ménopause, donc pourquoi avoir écrit Alors, moi, c'est un peu égoïste. En fait, je prépare pour, mais non, mais c'est quand ça va venir. Et oui, mais c'est toujours. En fait, c'est comme toutes les périodes de la vie des femmes où évidemment, quand on t'en parle, c'est jamais très très joyeux. Tu vois, genre l'arrivée des règles. Oui, tout est difficile. Ouais, pour nous, c'est un chemin de ronce. c'est un chemin de douleur, oui. Soit on n'en parle pas, soit c'est difficile. Et en fait, bon, d'ailleurs, la Oui. ménopause, c'est la continuité du tabou des règles. Mais en fait, moi, je trouve que quand on décide de le vivre à sa façon, c'est plutôt. Il y a des mauvais côtés, il y a des bons côtés. Et donc, la ménopause, c'est pareil, ça me semblait un tel vide intersidéral que égoïstement, je me suis dit, je vais le faire pour moi. Je sais qu'Elvira, elle a fait un peu comme ça aussi. Mais finalement, c'était aussi le fait que ce sujet-là, précisément, comme tu dis, on doit pouvoir en parler. On parle bien des règles, on parle bien de la puberté, de l'adolescence. Il faut juste que ça fasse partie de la vie, en fait. Et il va falloir qu'on en parle, parce que là, c'est un sujet qui émerge. Enfin, le tabou est en train de se dévoiler un peu, et on commence à pouvoir dire ménopause sans avoir... tu sors. Pardon. Et donc, on va devoir vraiment traiter ce truc-là, le trifouiller, l'écarteler, arriver pour que on n'en ait plus rien à foutre après. Oui, que ça fasse partie et qu'on passe à autre chose, parce qu'effectivement... ce ne sera plus un sujet. On s'en fout, quoi. La vie, voilà. Ça passe, sujet, voilà. Mais là, je pense qu'on a quelques années où on va... Ah oui, non, mais là, on a une petite marge de progression. Hein, voilà, absolument. Isabelle, moi, je me suis toujours demandé, j'en profite d'être là pour te poser une question perso. Enfin, pas perso, mais est-ce qu'il y a un âge minimum pour utiliser une crème pour peau mature? Ça, je voudrais bien le savoir, parce que tu as répondu à la question, c'est quoi une peau mature? Mais moi, je ne sais jamais comment choisir une crème appropriée à mes problématiques. Et mes problématiques, c'est à peu près les mêmes que les vôtres, c'est avoir le plus de glow possible et le moins de rides possible. C'est ce qu'on cherche tous. Voilà. C'est avoir une peau déjà en bonne santé oui, qui a un certain glow, le glow de la bonne santé et de la vitalité. Ça va dépendre de beaucoup de choses. J'ai un peu répondu tout à l'heure. Pour moi, il y a une phase préventive qui peut durer relativement longtemps, mais qui va aussi dépendre beaucoup de ta façon de vivre. Tu vois, une femme de 30 ans ou 35 ans, si elle est... je vais faire des méga gros schémas idiots. Tu vois, si elle est à la campagne, elle a une super hygiène de vie, etc. Et puis une autre qui vit en ville, qui fume, qui picole, qui sort tous les soirs, qui dort peu, etc. Elles n'auront pas forcément les mêmes besoins. Quoique, tu as aussi le terrain et tu peux en avoir une qui soit super résistante et une bonne génétique, et l'autre il n'y a pas de mauvaise génétique, tu vois, mais qui soit un petit peu moins aidée de ce côté-là. Donc, même en faisant des grosses caricatures, on n'est pas forcément dans la justesse. Le truc, c'est en fait de se regarder et de voir ce que raconte sa peau. D'accord. La peau, elle parle. C'est une plateforme de communication. Elle raconte plein de trucs. Elle est assez explicite, mais souvent on l'écoute pas parce que c'est le truc humain de vouloir absolument tout gérer, de décider pour son corps, alors que le corps arrête pas de dire des trucs, mais qu'on l'écoute pas trop. Donc, en fonction de ce qu'elle te raconte, tu vas pouvoir choisir des curseurs, et puis les curseurs n'interviennent pas forcément au même moment. Par exemple, tu peux avoir globalement tout va bien, mais par exemple le contour des yeux, c'est le point faible entre guillemets. Il y a des gens, ça va être plutôt l'iridule, les gens d'autres, ça va être plutôt de la tonicité, ça dépend de ta structure de visage aussi. Quand tu as une ossature, tu vois, tu as un visage assez structuré, ça t'aide pour les années qui viennent. Parce que, tu vois, tout simplement, la gravité, tu vois, tu as tes points d'accroche. Mais ça, tu ne peux pas choisir. Non, merci papa. Après, les gens qui sont un petit peu plus replets, c'est très aidant pour le visage aussi, puisque tu as un peu plus de matelas, support, je dirais. C'est ça, d'acide gras. Voilà. Bah oui, c'est plus rebondi, c'est vrai. Oui, tu vois, donc c'est vraiment un truc particulier. Si vraiment il faut que je fasse des catégories comme ça, pour moi,
le préventif, on peut, donc c'est des choses essentiellement antioxydantes, on peut le considérer à partir de la trentaine. D'accord. Et puis passer sur du un peu plus support, plutôt vers 45. Mais j'aime pas tellement donner des milestones comme ça parce que ça dépend vraiment des gens. Et ça sert à rien d'utiliser des actifs qui ne moi, servent à rien. Alors, si tu veux, c'est pas nocif. Non, mais c'est pas nocif. C'est pas utile. Mais c'est totalement pas utile. Okay. Et le truc, c'est que. Je le note. C'est que le moment où tu en auras besoin, tu sais, il y a des gens qui disent oui, mais justement, si tu le fais très en avant, bah, c'est comme si la peau s'habitue. Tu n'auras jamais le rythme. C'est ça. Si, quand même. Quand même. Quand même. Donc c'est pas magique. C'est mieux d'utiliser les produits au bon moment et aussi pour voir, pour voir l'effet, pour voir le support. Donc ça ne sert à rien de démarrer trop tôt. Sans compter que généralement les produits ProAge ils sont aussi un peu plus coûteux parce qu'il y a plus d'actifs. Bon, il y a une part de marketing, mais il y a une part d'actifs. Ça ne sert à rien de commencer plus tôt. En revanche, il faut avoir une bonne hygiène de peau. Donc voilà, les trucs que répétaient probablement nos mamans et qu'on sait tous depuis très longtemps, à minima, bien nettoyer son visage et apporter de l'hydratation et si possible des antioxydants en mangeant d'abord les bonnes choses et aussi par voie topique. Alors maintenant, je vais pouvoir aborder un sujet qui fâche, ou du moins qui continue de fâcher certaines personnes en tant que féministe. Est-ce qu'on n'est pas censé assumer, accueillir pleinement ces signes du temps ? Est-ce que finalement, alors le langage est politique et c'est très important d'utiliser le terme pro-âge plutôt que le terme anti-âge puisque ça change profondément la perception de la crème et de l'âge, tout simplement. Mais enfin, dans les deux cas, le but est quand même d'avoir le moins de rides possible. Hein, donc, est-ce que finalement, comment toi tu vois les choses, Isabelle ? Est-ce que finalement le meilleur remède pro-âge, ce serait pas de ne pas avoir de remède du tout ? De rien faire. Oui, on en a parlé parce que j'ai trouvé ça très paradoxal. Enfin, il y a vraiment un côté paradoxal, tout à fait. Comment on fait ? Et on peut se dire un peu faux cul ou hypocrite, c'est-à-dire oui, accueillez l'âge, tout ça, là, mais quand même, mettez une crème qui va essayer et c'est un paradoxe que je ressens aussi. Je trouve que c'est... Alors, déjà, même dans ces produits-là et tout ce qu'on peut faire pro-age, il y a aussi un côté santé, confort, agréabilité. Tu vois, avoir une peau confortable, c'est mieux que d'avoir une peau qui tire. Enfin, ce genre de choses, déjà. S'apporter du soin, c'est bien. C'est aussi bien physiquement, en termes de santé et mentalement. Donc, il y a déjà cet aspect-là. Et puis surtout, je trouve que, après m'être dit, mais pourquoi j'ai l'impression d'avoir le cul entre deux chaises, je crois que c'est encore une aliénation, comme d'habitude. C'est-à-dire qu'effectivement, on a l'impression que si on est féministe, si on veut que les femmes puissent prendre de l'âge sans passer dans cette zone, cette contrée d'invisibilité sauvage, et terrible. Terra incognita. Eh bien, il faudrait laisser le temps faire son ouvrage et puis surtout ne pas intervenir. Et à partir du moment où on aime les crèmes, on prend soin de soi, on se maquille, on fait attention à comment on s'habille, on fait attention à... Enfin, attention ou pas, hein, ça dépend aussi de ton corps et voilà, de ne pas prendre de poids ou pas trop, enfin... Tu vois, tout ce qu'on peut faire pour s'accompagner, c'est que quand même, finalement, l'image patriarcale... on trahit la cause. Voilà. Alors, pourquoi on n'a que deux camps ? Pourquoi on est obligé de choisir son camp ? On va faire comme on veut, en fait. Voilà. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on a tellement intégré le truc qu'on a l'impression que, oui, mais alors on est un petit peu hypocrite si on prend quand même soin de nous et si, oui, on est contente si finalement on n'est pas comme une vieille pomme à 50 ans. Eh bien oui, on est contente. Absolument. Et puis c'est comme ça. Et c'est aussi, ça participe aussi à notre santé. Ce qui est important pour moi, je le dis souvent, j'ai envie de me reconnaître dans le miroir. Voilà. Tu sais, quand on voit des photos d'enfants, enfin, que tu as la personne adulte devant toi et que tu vois des photos d'enfants, d'elle, ou de lui, enfin, souvent, enfin, tu vois dans l'enfant et tu vois dans l'adulte ce qui reste de l'enfant, etc. Et je trouve ça hyper émouvant et toujours totalement magique.
eh ben, j'ai pas envie que vieillir, tu vois, à un moment, tu ne retrouves plus. Tu ne te retrouves plus toi. Tu te vois plus enfant, tu te vois plus à 20 ans, à 30 ans, tu vois plus tous les âges que tu as eus, parce que quand tu vieillis, en fait, c'est un peu cumulatif. C'est-à-dire que, je ne sais plus qui le disait, mais tu vois, j'ai tous les âges. Et c'est vrai qu'en vieillissant, ce qui est génial, c'est que tu as tous les âges. Parce que tu es passé à travers l'expérience de tous les âges qui sont déjà passés, pas encore ceux à venir. Et donc, tu as toute cette ressource émotionnelle et expérientielle, et par moment, tu peux avoir 8 ans, 25 ans, 15 ans, 30, 40, en fonction de où tu en es. Ça, c'est une richesse exceptionnelle. Mais moi, j'ai envie, quand je me regarde, de pas m'être perdue, de me retrouver. Tu vois, c'est ça. Même si l'enveloppe change, évidemment, un peu, mais un peu, beaucoup, on verra. J'ai envie de retrouver ça, et je pense que c'est hyper important, psychiquement, de se voir, tu vois, quand on se voit, de se retrouver. Puis j'ajouterais aussi que, alors, si le fait d'utiliser des cosmétiques est peut-être quelque part un peu sexiste, le fait de décider à la place d'une femme à quoi elle doit ressembler à tel âge, et le fait de décider à la place d'une femme aussi quel corps est féministe et quel corps ne l'est pas, ça va complètement à l'encontre de tous les principes du féminisme. Et moi, ce qui m'a toujours... Moi, je suis très girly, j'adore le maquillage, j'adore la mode, j'adore me mettre en scène aussi. Et ce qui me gêne, c'est qu'on a tendance aussi à associer systématiquement tout ce qui relève de la cosmétique, de la mode, de la beauté, à l'aliénation patriarcale. Ce qui fait des personnes qui les utilisent, donc majoritairement des femmes, 99,99999% de la population, des êtres décérébrés, incapables de tout libre arbitre et incapables de tout recul. Alors que moi, je considère que si certaines... Effectivement, je préfère ne pas être la moins ridée possible, la plus jolie possible, etc. Et que j'ai grandi dans une société patriarcale qui me conduit à faire attention à ce genre de détails. C'est aussi cette façon de me mettre des crèmes, de faire attention à mon look aussi. C'est une forme d'émancipation aussi. C'est un outil d'émancipation, la beauté et la mode. C'est une façon de prendre du temps avec moi-même, de me consacrer un temps que je pense et que j'estime mériter. Et puis, c'est aussi, il y a toute une dimension plaisir qui est ultra... Bien sûr, c'est une façon d'exprimer qui je suis, donc d'exprimer mon identité ou mes identités au fil du temps. Et puis, il y a aussi une dimension plaisir qui est très, très importante. Ouais. Et puis, c'est agréable de se maquiller, c'est ce que tu disais à propos de confort, mais au-delà du confort, c'est même agréable de s'appliquer sur la peau des soins qui sentent bon, c'est agréable de sentir bon, d'être belle, voilà. Donc, et j'ai l'impression que c'est quelque chose, c'est un autre de vos points communs, le plaisir, la sensorialité, et dans votre démarche. Est-ce que vous pouvez... Oui, moi je pense que voilà, tout ce qui est... D'ailleurs, c'est super intéressant parce que quand j'entends parler Isabelle, il y a toujours à la fois des termes que nous, on utilise en cuisine ou même en naturopathie, et le rapport à la sensorialité, vraiment au sens, au plaisir qui nourrissent une forme de beauté, quoi. Enfin, vraiment quelque chose qui exulte de l'intérieur. Donc, le plaisir, c'est le grand moteur. C'est le grand moteur de l'action aussi. Oui, la beauté, c'est pas que de la contrainte, et c'est important de le dire. Pas du tout. Tu cuisines comme tu pourrais te maquiller, quoi. Enfin, je veux dire, il y a un côté palette, il y a un côté... intuitif. Et voilà, on fait une recette... en se maquillant peut-être, je sais pas, mais en tout cas il y a un côté actif. Enfin, pour moi c'est une démarche active par rapport à ce que tu disais, de prendre cette envie, cette décision de le faire de cette façon. Et puis arrêter de souffrir pour être belle, parce que ça aussi on nous a appris souffrir pour être belle. Non, en fait, pas obligatoirement. On peut aussi se faire plaisir pour être belle. Oui, mais la beauté. Excusez-moi, est-ce qu'on pourrait parler aussi des soins de soi aussi, c'est exact. Oui, c'est ça. Bien sûr. De prendre soin de toi. Mais c'est toujours dans un rapport quand même à l'image avec soi-même. C'est toujours ce truc de se regarder soi avant, peut-être aussi, de toujours être vers les autres. C'est-à-dire de faire ça pour soi. Pour soi, exactement. C'est hyper agréable. Mais je pensais à la beauté, tu vois, parce que là, on peut avoir l'impression que la beauté, notamment féminine, a été phagocytée
par le regard de l'homme et par les règles et par le patriarcat, ce qui n'est pas faux du tout. Mais je pense que c'est peut-être une croyance, mais pour moi, on est intrinsèquement sensible à la beauté d'une façon générale. Bien sûr, en tant qu'être humain, adulte, etc. de toute façon. Oui. Et donc, c'est important de préserver la beauté du monde qui nous entoure, de soi, tu vois. Et la beauté, elle n'est pas forcément... alors, on nous a bien inculqué qu'elle devait répondre à certaines normes assez strictes, hein, mais on sait que ce n'est pas vrai, et que c'est quelque chose qui peut être à la fois très tangible, mais aussi complètement impalpable. On peut, si on parle d'être humain, il peut y avoir des gens qui ne sont pas, tu vois, qui ne répondent pas au canon de beauté et qui sont beaux parce que quelque chose d'impalpable émane d'eux, comme une lumière. Enfin voilà, et ils sont beaux. Et je pense que, pour moi, c'est c'est intrinsèque à l'être humain, c'est-à-dire que la beauté nous attire, nous fait vivre, nous nourrit, et c'est aussi pour ça que c'est important. Et il faut qu'on se détache de cette vision un peu patriarcale, ou en tout cas sociétale, où elle doit répondre à certaines normes. Et si on prend trop soin de notre beauté, eh bien c'est que donc on est soumise, etc. Non, pas remplacer une injonction par une autre. On préserve. Mais je pense que c'est vite. Enfin, pour moi, la beauté, c'est vital. Je ne parle pas que de la beauté bien sûr, physique, c'est un tout. Vital. C'est ce qui me nourrit, c'est ce que je cherche, c'est ce que... Je peux m'émerveiller sur plein de petites choses, parce que tout est absolument extraordinaire quand tu les regardes. Alors pour clore cette discussion, si vous le voulez bien, est-ce que vous pourriez nous donner l'une et l'autre vos meilleurs conseils anti-âge ? Les conseils peut-être que vous avez reçus, ceux que vous donnez, qui ne sont pas forcément les mêmes, ou voilà, vos meilleures recettes. Moi, j'aime bien fabriquer des petites poudres maison. Où je mets, par exemple... moi, j'adore l'idée de supplémentation par l'assiette. Un truc qu'on fait un peu tous les jours, le petit geste. C'était le livre avant la ménopause, c'était le livre sur épicerie naturelle, où, par exemple, au lieu d'utiliser un simple sel de mer, on va une fois dans l'année, comme ça, se faire un bon gomasio. On va mettre effectivement un peu de sel, mais du sésame, des plantes séchées du jardin, qui ont des tropismes et des vertus, et qui vont, voilà, par exemple, reminéraliser l'ortie qui pousse partout, tout ça. Donc moi, j'adore je prends peut-être 2-3 moments dans l'année comme ça où je me fabrique un condiment, donc des poudres ou des huiles aromatisées ou des choses comme ça. Et après, je prends plaisir à le faire. C'est un peu un petit cadeau. Et voilà, c'est la supplémentation quotidienne par l'assiette, parce qu'on dit en naturopathie que c'est vraiment les petits gestes qu'on fait tous les jours, et ce plusieurs fois par jour, qui soit optimisent la santé ou la dégradent. Donc pour moi, bien vivre, c'est ça. Et puis mettre du jeu et de la joie et du plaisir. Et il y a plein de recettes dans le livre de Jennifer dont j'ai envie de faire toutes les recettes. Notamment un gâteau au sésame qui a la ouf. Oui, que j'ai fait là, du coup. Oula. Et toi, Isabelle alors, des conseils Des conseils pro-âge, donc pas anti-âge, mais pro-âge. Des conseils pro-âge. En fait, je vais être assez généraliste. Je dirais que pour moi, pour ma part, en tout cas, les meilleurs conseils pro-âge, c'est déjà de rester curieux du monde et des êtres. De ouf. Ensuite, c'est de manger l'arc-en-ciel. Donc, manger l'arc-en-ciel, c'est très naturel. Ça veut dire manger beaucoup de végétaux de toutes les couleurs. Et donc, c'est comme les petites poudres dont parlait Jen. C'est se vitaminer, se vitaliser par l'intérieur. Et après, je dirais de l'amour et du vin. Ouais, bien sûr. Alors ça, c'est vrai. Ouais, je suis carrément d'accord. Ça, parce que c'est vrai. Important. Parce que le vin, ça n'est pas une réponse à tout, mais c'est une sacrée riposte. Ouais, ça aide pas mal. Grave. Merci pour votre attention.